Une nouvelle écrite par Andrzej Sapkowski, tome 1, première nouvelle, Le Sorceleur. On raconta par la suite que l'homme était arrivé par le nord, par la porte des Cordiers. Il allait à pied, menant par la bride son cheval chargé de bagages. L'après-midi était bien avancé, Cordiers et Bourrelier avaient déjà fermé leur échoppe. La ruelle était déserte. En dépit de la chaleur, l'homme portait un manteau noir jeté sur ses épaules. Il attirait l'attention. Il s'arrêta devant l'auberge au vieux Naracoorte. Il resta planté là quelques minutes à écouter le brouhaha des conversations. L'auberge, comme d'habitude à cette heure, était noire de monde. L'inconnu n'entra pas au vieux Naracoorte. Il entraîna son cheval plus loin, vers le bas de la rue, où se trouvait un autre cabaret plus petit, qui s'appelait Au Renard. Le cabaret était vide. Il n'avait pas très bonne réputation. Le patron leva la tête de son tonneau de cornichons marinés pour toiser son client. L'étranger, qui n'avait pas ôté son manteau, se tenait devant le comptoir, raide, figé. Il ne disait mot. « Qu'est-ce que ce sera ?»« Une bière, » répondit l'inconnu. Il avait une voix désagréable. Le cabaretier s'essuya les mains à son tablier de toile et remplit un boc en grès. Le pot était ébréché. L'inconnu n'était pas vieux, mais il avait les cheveux pratiquement blancs. Sous son manteau, il portait un pourpoint de cuir râpé, lacé à l'encolure et sur les manches. Quand il se débarrassa de son manteau, tous remarquèrent le glaive suspendu à sa ceinture dans son dos. Qu'il eût une arme n'avait en soi rien d'étonnant. À Vizima, presque tout le monde se promenait armé. Cependant, personne ne portait son glaive suspendu dans le dos, comme un arc ou un carquois. L'inconnu n'alla pas s'asseoir à une table, au milieu des rares clients. Il resta au comptoir, scrutant le cabaretier. Il avala une gorgée de bière. « Je cherche une chambre pour la nuit. »« Y en a pas !» grogna le cabaretier en considérant les bottes de son client, sales et poussiéreuses. « Allez voir au vieux Naracoorte. »« Je préférerais ici. »« Y en a pas !» Le cabaretier identifia enfin l'accent de l'inconnu. C'était un rive. « Je paierai, » dit l'étranger à voix basse, marquant comme de l'hésitation. C'est alors que toute cette horrible histoire a commencé. Un buteur au visage marqué par la petite vérole et à la mine patibulaire se leva et s'approcha du comptoir. Il n'avait pas quitté l'étranger des yeux depuis son entrée dans le cabaret. Ses deux compagnons vinrent se placer juste derrière lui, à 2 pas au plus. « Y a pas de place, gredin, vagabond de rive !» râla le grelet en serrant l'inconnu de près. « On n'a pas besoin de types comme toi par ici. Vizima est une ville bien. » L'inconnu prit son boc et s'écarta. Il regarda le cabaretier, mais celui-ci évitait son regard. Il n'avait pas la moindre intention de défendre le rive. Après tout, qui est-ce qui aimait les rives ? « Tous les rives sont des voleurs !» poursuivit le grelet qui puait la bière, l'ail et la méchanceté. « Tu entends ce que je te dis, espèce de pan de nuit ?»« Il n'entend pas, il a de la merde dans les oreilles !» dit l'un de ses deux acolytes, ce qui provoquait les ricanements de l'autre. « Paix, fiche-moi le camp !» hurla le grelet. Alors seulement l'inconnu le regarda. « Je finis ma bière. »« On va t'y aider !» grinça le butor. L'homme envoya promener le boc que tenait le rive, puis attrapa celui-ci par l'épaule en glissant les doigts sous le baudrier qui lui barrait la poitrine en diagonale. L'un de ses compagnons leva le poing, prêt à frapper. L'étranger se tortilla comme un ver et déséquilibra le grelet. Il dégaina son glaive qui siffla dans son fourreau et brilla d'un bref éclat en réfléchissant la lumière des lanternes. Ce fut la confusion générale. Des cris. Un des clients se rua vers la sortie. Une chaise culbutée tomba avec fracas, des pots de grès heurtèrent le sol avec un bruit sourd. Les lèvres tremblantes, le cabaretier contemplait le crâne horriblement défoncé du grelet, qui se laissait choir, les doigts agrippés au comptoir, puis disparaissait de sa vue comme s'il se noyait. Les deux autres gisaient par terre. L'un ne bougeait plus, l'autre se tordait dans des mouvements convulsifs au milieu d'une flaque sombre qui s'agrandissait à vue d'œil. Un cri aigu de femme, hystérique, brillant les oreilles, vibra dans l'air. Le patron du cabaret eut un hoquet et se mit à vomir. L'étranger recula contre le mur. Ramassé, crispé, sur ses gardes. Tenant son glaive à 2 mains, il fouettait l'air de la pointe. Personne ne bougeait. La terreur, telle de la boue glacée, recouvrait les visages, paralysait les membres, obstruait les gorges. Des gardes firent irruption dans le cabaret en faisant grand tapage. Ils étaient 3. Ils devaient se trouver à proximité. Ils tenaient leur martinet prêts à entrer en action, mais dégainèrent leurs glaives dès qu'ils aperçurent les cadavres. Le rive s'adossa au mur. De sa main gauche, il tira un poignard glissé dans sa botte.
Lâche ça! Hurla un garde d'une voix tremblante. Lâche ça, bandit, et suis-nous! Un deuxième garde donna un coup de pied dans une table qui l'empêchait d'atteindre le riff par le flanc. File chercher du renfort, Tresca! Hurla-t-il au troisième, resté près de la porte. Inutile, Fit l'inconnu en baissant son glaive. j'y vais tout seul. Tu vas nous suivre, graine de chien, et au bout d'une corde. Gueula le garde tout tremblant. Lâche ton glaive, sinon je te défonce le crâne. Le riff se redressa. Il s'empara prestement d'une dague dissimulée sous son aisselle gauche et, brandissant son bras droit dans la direction des gardes, traça dans l'air un signe rapide et compliqué. On vit alors scintiller les clous dont étaient généreusement garnies les manchettes de son pourpoint de cuir, qui lui montaient jusqu'au coude. Les gardes reculèrent aussitôt en se protégeant la figure de leur avant-bras. Un client se leva d'un bond, un autre s'enfuit vers la porte. La femme poussa un nouveau cri, sauvage, terrifiant. « J'y vais tout seul », répéta l'inconnu d'une voix sonore, métallique. « Et vous trois marchez devant. Conduisez-moi chez le burgrave. Je ne connais pas le chemin. » « Oui, Seigneur », bredouilla l'un des gardes avec un air penaud. Il avança vers la sortie en jetant des regards inquiets autour de lui. Les deux autres le suivirent précipitamment en marchant à reculons. L'inconnu les imita en rangeant son glaive dans son fourreau et son poignard dans sa botte. Tandis qu'il passait devant les tables, les clients se cachaient la tête sous les pans de leurs vêtements. Vélérade, le burgrave de Vizima, se gratta le menton. Il réfléchissait. Il n'était ni superstitieux ni peureux, mais l'idée de rester en tête-à-tête avec l'homme aux cheveux blancs ne lui souriait guère. Il finit par se décider. « Sortez !» ordonna-t-il au garde. « Et toi, assieds-toi. Non, pas ici, plus loin, si tu veux bien. » L'inconnu s'assit. Il n'avait plus son glaive ni son manteau. « Je t'écoute, » dit Vélérade en jouant avec le lourd sceptre posé sur son bureau. « Je suis Vélérade, le burgrave de Vizima. Qu'as-tu à me dire, honoré brigand, avant que je ne te fasse jeter au cachot? 3 hommes tués et une tentative d'ensorcellement? Tu y vas fort? Pour de tels forfaits, chez nous, à Vizima, c'est le supplice du pal. Mais comme je suis un homme juste, je vais d'abord t'écouter. Parle !» Le riff délaça son pourpoint et tira de l'encolure un parchemin blanc. « Au croisé des chemins, dans les tavernes, cet appel est placardé partout, » fit-il doucement. « C'est vrai ce qui est écrit dessus. »« Ah !» grommela Vélérade en regardant les runes gravées sur la peau de chèvre. « C'est de cela qu'il s'agit. Comment n'y ai-je pas pensé plus tôt? Eh bien oui, c'est vrai. Tout ce qu'il y a de plus vrai. Cet appel porte la signature du roi Foltest, seigneur de Témérie, Pontard et Mahakam. C'est donc que c'est vrai. Mais un appel est une chose et la loi une autre. Ici à Vizima, c'est moi qui fais respecter l'ordre et la loi, et je ne permettrai pas qu'on assassine des gens, tu m'entends? » Le rive acquiesça d'un signe de tête. « Tu as ton emblème de sorceleur? » demanda Vélérade, haletant de colère. L'inconnu replongea la main dans l'encolure de son pourpoint et en extirpa un médaillon rond, suspendu à son cou par une chaînette en argent. Le médaillon figurait d'une tête de loup montrant les crocs. « Tu as un nom? Tu n'es pas obligé de me le donner, c'est vrai. Ce n'est pas pour satisfaire ma curiosité, mais pour la commodité de la conversation. »« Je m'appelle Gérald. »« Allons-y pour Gérald. De Rivy, à en juger par ton accent. »« Oui. »« Bien. Tu sais quoi, Gérald? Laisse tomber. » Vélérade tapota l'appel du plat de la main. « C'est une affaire sérieuse. Beaucoup s'y sont déjà essayés. Ça, mon frère, c'est autre chose que de flanquer une rossée à quelques vauriens. »« Je le sais. C'est mon métier, burgrave. Il est écrit sur l'appel qu'il y a 3000 orins de récompense. » 3000, oui. Vélérade eut une moue de dédain. « Et la main de la princesse, si l'on en croit la rumeur. Même si sa gracieuse majesté Foltest n'a rien écrit de tel. »« La princesse ne m'intéresse pas, » dit tranquillement Gérald, impassible, les mains posées sur les genoux. « Il est écrit 3000. » « Quelle époque !» soupira le burgrave. « Quelle époque pourrie ! Qui aurait pensé il y a encore 20 ans, même en ayant bu, qu'il existera un jour des professions comme celle de sorceleur. Les sorceleurs, ces tueurs ambulants de basilic, ces vainqueurs ambulants de dragons et de noyeurs. Gérald, on a le droit de boire de la bière dans ta corporation ? » ?»« Bien sûr. » Vélérade frappa dans ses mains. « Qu'on apporte de la bière, » ordonna-t-il. « Et toi, Gérald, rapproche-toi, peu m'importe ce qu'on dira. » La bière était fraîche et mousseuse. « C'est une époque pourrie, » monologuait Vélérade en ingurgitant son boc. « La vermine en tout genre pullule. À Mahakam, dans les montagnes, les bébés garous fourmillent partout. Dans les forêts d'autrefois,
Il y avait au moins des loups qui hurlaient. Maintenant, il n'y a plus que des vampires, des sortes de noctules. Où que tu craches, tu tombes sur un loup-garou ou quelque autre peste. Dans les campagnes, des ondines et des pleureuses enlèvent des enfants, on parle déjà de centaines. Il apparaît des maladies dont personne n'avait jamais entendu parler, à vous en dresser les cheveux sur la tête. Et pour compléter le tableau, ça, fit-il en repoussant le parchemin sur le bureau. Il n'est pas étonnant, Gérald, que les gens fassent si souvent appel à vos services. C'est un appel du roi, Burgrave. Gérald redressa la tête. Vous pouvez me fournir les détails? Vélérad se renversa en arrière sur sa chaise et croisa les mains sur son ventre. Des détails, tu dis. Je peux t'en fournir, oui. Ce ne sont pas des informations de première main, mais elles sont de bonnes sources. C'est justement ce qui m'intéresse. Tu as de la suite dans les idées. Comme tu veux, écoute. Vélérad avala une gorgée de bière, puis reprit en baissant la voix. Quand sa gracieuse majesté Foltest était encore prince héritier, sous le règne du vieux Médel, son père, sa gracieuse majesté nous montrait déjà de quoi elle était capable. Et elle était capable du pire. Nous comptions que ça lui passerait avec l'âge. Or, à peine couronné, dès la mort du vieux roi, Foltest s'est surpassé, au point que nous en avions tous la mâchoire qui se décrochait. Pour être bref, disons qu'il est allé jusqu'à faire un enfant à sa propre sœur, Ada. Ada était sa cadette. Ils étaient inséparables. Mais personne ne se doutait de rien. Enfin la reine, peut-être. Bref. Voilà qu'on découvre qu'Ada a un gros ventre. Et Foltest commence à causer mariage. Avec sa sœur, tu imagines, Gérald? La situation était alors diablement tendue. Vizimir de Novigrad, qui avait décidé de marier sa Dalka à Foltest, avait envoyé une ambassade. Nous avons eu toutes les peines du monde à empêcher le roi, en le retenant par les pieds et les mains, de courir insulter les émissaires. C'est heureux que nous soyons arrivés, car Vizimir n'aurait pas manqué de nous étriper pour se venger de cet affront. Ensuite, grâce à l'aide d'Ada qui a influencé son cher frère, nous avons réussi à dissuader le gamin d'un mariage précipité. Ada a accouché dans les temps réglementaires, et comment? À présent, écoute bien, car c'est là que l'affaire commence. Il n'y a pas eu beaucoup de gens à voir de près la chose qui est née. Mais l'une des deux accoucheuses s'est jetée par une fenêtre du donjon. Quant à l'autre, elle a eu un coup de folie et en est restée timbrée. Je me dis donc que ce super bâtard ne devait pas être très beau à voir. C'était une fille. D'ailleurs, elle est morte aussitôt. Personne, semble-t-il, ne s'était empressé de nouer son cordon ombilical. Ada, pour son bonheur, est morte en couche. Et ensuite, mon frère, Foltest a joué les imbéciles pour la énième fois. Il n'aurait pas dû garder le super bâtard dans un sarcophage dans les souterrains du palais. Il aurait dû soit l'incinérer, soit, est-ce que je sais, l'enterrer quelque part dans un endroit perdu. Il ne sert à rien d'épiloguer maintenant. Gérald leva la tête. En tout cas, il aurait fallu appeler un lettré. Tu veux parler de ces grippe-sous avec des étoiles sur leur chapeau? Bien sûr qu'on en a appelé. Il en est accouru une dizaine. Mais c'était après qu'on eut découvert que la chose sortait la nuit de son sarcophage. Elle n'en est pas sortie tout de suite, tant s'en faut. Pendant les 7 années qui ont suivi son enterrement, on a eu la paix. Mais voilà qu'une nuit, c'était la pleine lune, on entend du tapage au château, des cris, une confusion indescriptible. Ce n'est pas la peine que je te raconte, ce sont des choses que tu connais et puis tu as lu l'appel. Dans son cercueil, le bébé avait grandi. Beaucoup grandi. Et des dents lui avaient poussé, bien comme il faut. En un mot, c'était devenu une strige. C'est dommage que tu n'aies pas vu les cadavres comme moi je les ai vus. Tu n'aurais pas manqué de faire un grand détour pour éviter Vizima. Gérald l'écoutait sans broncher. Alors, Poursuivit Vélérad. comme je te l'ai dit, Foltest a rameuté toute une foule de sorciers. C'était à celui qui glapirait le plus fort. Ils ont presque failli en venir aux mains et se battre avec les gros bâtons dont ils sont armés. Certainement pour chasser les chiens qu'on leur lâche dessus, et je pense qu'on leur lâche dessus régulièrement. Excuse-moi, Gérald, si tu ne partages pas mon opinion sur les magiciens, fut ton métier. Tu les vois probablement sous un autre jour, mais pour moi, ce ne sont que des fainéants et des imbéciles. Vous, les sorceleurs, vous inspirez davantage confiance. Vous êtes, comment dirais-je, plus concret. Gérald sourit sans faire de commentaire. Bon, revenons-en à notre propos. Le burgrave, après un coup d'œil dans son boc, se reversa de la bière et resservit le rive. Les conseils de certains sorciers ne paraissaient pas bêtes du tout. L'un d'eux proposait de mettre le feu au château, le sarcophage et la strige auraient brûlé avec. Un autre conseillait de lui trancher la tête d'un coup de bêche. D'autres étaient partisans de ficher des chevilles en bois de trempe dans différentes parties de son corps. En plein jour, bien sûr, quand la diablesse dormait dans son cercueil, épuisée après ses réjouissances nocturnes. Hélas, il s'en est trouvé un bouffon avec un mollet pointu perché sur son crâne chauve,
Un ermite bossu pourrait inventer qu'un charme avait été jeté sur l'enfant et qu'il était possible de le rompre. Ensuite, la Strige redeviendrait la petite fille de Foltest, mignonne comme un cœur. Pour cela, il n'y avait qu'à passer toute une nuit dans la crypte et le tour serait joué. Après quoi, tu imagines, Gérald, quel écervelé c'était? Il allait passer la nuit au manoir. Comme tu peux t'en douter, il n'en est pas resté grand-chose. Juste son bonnet et son gourdin, je crois. Mais Foltest s'est accroché à cette idée comme du gratte-cul à la queue d'un chien. Il a interdit toute tentative de tuer la Strige et a convoqué à Vizima des charlatans des coins les plus reculés du pays, pour qu'ils désenvoûtent la princesse. Il fallait voir la compagnie. Elle était pittoresque. Des bonnes femmes tordues, des boîtes si sales, mon frère, si pouilleux, que c'était pitié. Et que je t'opère un charme par-ci, et que je t'opère un charme par-là, de préférence devant une assiette de soupe et un pot de bière. Bien sûr, plusieurs ont été rapidement démasqués par Foltest ou par le conseil. Quelques-uns ont même été condamnés au pilori. Mais il n'y a pas eu assez de condamnations. Si ça n'avait tenu qu'à moi, ils auraient tous été pendus. Pendant ce temps, la Strige continuait à déchiqueter à belles dents tous ceux qui se présentaient, sans faire de quartier, faisant fi des escrocs et de leurs formules magiques. Je pense qu'il est inutile que je le précise. Je ne crois pas non plus avoir à préciser que Foltest n'habitait plus au château. Plus personne n'y habitait. Vélérat s'interrompit, vida son boc. Le sorceleur se taisait. Il y a 6 ans que ça dure, Gérald. Car la chose est née il y a à peu près 14 ans. Entre-temps, nous avons eu d'autres soucis, nous sommes battus contre Vizimir de Novigrad, pour des motifs sérieux et qu'on pouvait comprendre. Une affaire de poteau de bornage que nous voulions déplacer, et non pas pour des affaires de filles ou de liens de parenté. Foltest, soit dit entre parenthèses, commence enfin à envisager vaguement de se marier, il examine les portraits qu'envoient les cours voisines, alors que jusqu'ici il avait l'habitude de les jeter dans les latrines. Mais sa manie le reprend de temps en temps, il envoie alors des hommes à cheval à la recherche de nouveaux sorciers. Et puis il a promis cette récompense de 3000 orins, à la suite de quoi sont apparus quelques toqués, des chevaliers errants, même un pâtre, un innocent connu dans toute la contrée. Paix à son âme. Quant à la Strige, elle se porte bien. Elle dévore juste quelqu'un de temps en temps. On s'y fait. Les héros qui essaient de la désenvoûter ont au moins ça de positif que la bête se repaît sur place au lieu de traîner à l'extérieur du manoir. Et Foltest a un nouveau château. Vraiment beau. Pendant ces 6 ans, Gérald releva la tête. pendant ces 6 ans, il ne s'est trouvé personne pour en venir à bout. Mais bien non. Vélérat jeta sur le sorceleur un regard scrutateur. Il faut croire que c'est impossible et il va falloir qu'il s'y résigne. Je parle de Foltest, sa gracieuse majesté, notre souverain bien-aimé, qui continue à faire clouer ses appels à la croisée des chemins. Mais les volontaires se font comme qui dirait plus rares. Il y en a eu récemment, certes, mais il voulait que les 3000 orins lui soient versés d'avance. Alors on l'a mis dans un sac et jeté dans un lac. Ce ne sont pas les escrocs qui manquent. Oui, ça ne manque pas. Il y en a même beaucoup, approuva le burgrave sans quitter le sorceleur du regard. C'est pour cela que quand tu iras au palais, ne demande pas l'heure d'avance, si tant est que tu y ailles. J'irai. Eh bien, ça te regarde. Cependant, n'oublie pas mon conseil. Et puisqu'il est question de la récompense, on reparle ces temps-ci de l'autre partie. Je l'ai évoqué tout à l'heure, à savoir la main de la princesse. Je ne sais pas qui a inventé ça, mais si la Strige ressemble à ce qu'on raconte, la plaisanterie est particulièrement macabre. Malgré tout, il n'a pas manqué d'imbéciles pour filer au galop jusqu'au manoir dès que le bruit s'est répandu que c'était une occasion d'entrer dans la famille royale. Concrètement, 2 compagnons cordonniers. Pourquoi les cordonniers sont-ils si bêtes, Gérald? Je ne sais pas. Et des sorceleurs, burgrave? Des sorceleurs s'y sont frottés? Il y en a eu plusieurs. Et comment donc? Généralement, quand ils apprenaient qu'il fallait juste désenvoûter la Strige et non pas la tuer, ils haussaient les épaules et pliaient bagages. Du coup, les sorceleurs sont remontés dans mon estime, Gérald. Après eux, il en est encore venu un, plus jeune que toi. Je ne me rappelle pas son nom, si tant est qu'il me l'ait donné. Lui s'y est frotté. Et alors? La princesse aux dents acérées a dispersé ses tripes sur une sacrée distance, à une demi-portée d'arc. Gérald hochait la tête. Il n'y en a pas eu d'autres après? Si, il y en a eu encore un. Vélérat se tut un instant. Le sorceleur ne le pressait pas. Oui, Finit par reprendre le burgrave. il y en a eu un autre. Au début, quand Foltest l'a menacé du gibet s'il tuait ou blessait la Strige, il a juste éclaté de rire et s'est mis à faire ses bagages. Mais finalement... Vélérat baissa de nouveau la voix. Il murmurait presque.
penché par-dessus la table. Finalement, il a accepté. Vois-tu, Gérald, il y a ici à Vizima quelques personnes intelligentes. Des gens haut placés même qui sont là de toute cette affaire. Le bruit court que ces gens ont discrètement persuadé le sorceleur de tuer la Strige sans faire de cérémonie ni perdre son temps à jeter des charmes. Il n'aurait qu'à dire au roi que le charme n'avait pas opéré, que sa fille était tombée dans l'escalier, bref, qu'il s'était produit un accident au cours de l'opération. Le roi, certes, se mettrait en colère et ne lui verserait pas un orin de récompense, mais l'affaire n'irait pas plus loin. Ce fripon de sorceleur a répliqué que si c'était pour tuer la Strige gratis, nous n'avions qu'à y aller nous-mêmes. Eh bien, nous n'avions pas le choix. Nous nous sommes cotisés, nous avons marchandé, sauf que tout ça n'a servi à rien. Gérald fronça les sourcils. À rien, dis-je, déclara Vélérade. Le sorceleur n'a pas voulu y aller tout de suite, dès la première nuit. Il préférait traîner, rester aux aguets et rôder dans le coin. D'après ce qu'on raconte, il a fini par voir la Strige, vraisemblablement en pleine action, parce que la bête ne sort jamais de sa crypte simplement pour se dégourdir les jambes. Il a décampé la nuit même, sans prendre congé. Gérald fit une légère grimace qu'il fallait sans doute interpréter comme un sourire. Ces gens intelligents, commença-t-il, ont certainement gardé leur argent. Les sorceleurs ne se font pas payer d'avance. Oui, dit Vélérade. bien sûr qu'ils l'ont gardé. La rumeur publique ne dit pas combien. Vélérade eut un large sourire. Certains disent 800. Gérald remua la tête en signe de dénégation. D'autres parlent de 1000. Marmonna le burgrave. Ce n'est pas beaucoup, si l'on tient compte du fait que la rumeur a tendance à tout amplifier. Après tout, le roi en offre 3000. N'oublie pas la fiancée, se gaussa Vélérade. Mais de quoi parlons-nous? On sait que tu n'obtiendras pas ces 3000. Et comment le sait-on? Vélérade appliqua un bon coup du plat de la main sur la table. Gérald, ne ternis pas l'image que j'ai des sorceleurs. Cette affaire dure déjà depuis plus de 6 ans. La Strige expédie près d'une 50aine de personnes par an. Même s'il y a moins de victimes aujourd'hui parce que tout le monde se tient à distance du château. Non. Mon frère, je crois au sortilège. J'ai déjà vu beaucoup de choses et j'ai une confiance dans les pouvoirs des mages et des sorceleurs, jusqu'à un certain point. Cela va de soi. Mais ce désenvoûtement est une ineptie qui a germé dans la tête d'un vieillard bossu et morveux, abéti par sa pitance d'ermite. C'est une bêtise à laquelle plus personne ne croit, à part Foltest. Non, Gérald. Ada a mis au monde une Strige parce qu'elle a couché avec son frère. Voilà la vérité. Et aucun sortilège n'y pourra rien. La Strige dévore des êtres humains, comme toutes les Striges, et il faut la tuer. Normalement, simplement. Écoute. Il y a 2 ans, des paysans d'un trou perdu des environs de Mahakam sont allés en groupe massacrer à coups de hache le dragon qui dévorait toutes leurs brebis, et ils n'ont même pas jugé utile de s'en vanter. Pendant ce temps, nous, ici, à Vizima, nous attendons un miracle, et à chaque pleine lune, nous barricadons nos portes et ligotons des criminels impieux devant le manoir en escomptant que la bête, une fois repue, retournera dans son cercueil. Ce n'est pas un mauvais moyen, dit le sorceleur en souriant. La criminalité a diminué? Pas le moins du monde. Pour aller au château nouveau, c'est par où? Je t'y conduirai personnellement. Que penses-tu d'une proposition de la part de ces gens intelligents? Burgrave, dit Gérald. À quoi bon se presser? D'abord, quelles que soient mes intentions, il peut réellement se produire un accident au cours de l'opération. Alors ces gens intelligents devraient bien se demander comment me protéger de la colère du roi et préparer les 1500 orins dont parle la rumeur publique. On avait dit 1000. Non, Seigneur Vélérade, dit le sorceleur d'un ton sans réplique. L'homme à qui vous en donniez 1000 s'est enfui sans demander son reste, rien qu'à la vue de la Strige. Ça veut dire que le risque est supérieur à 1000. Est-il supérieur à 1500? C'est ce qu'on verra. Bien entendu, je prendrai congé avant de partir. Vélérade se gratta la tête. Gérald, 1200? Non, Burgrave. Ce n'est pas un boulot facile. Le roi en offre 3000. Et je dois vous dire qu'il est parfois plus facile de désenvoûter que de tuer. L'un ou l'autre de ceux qui m'ont précédé aurait bien fini par tuer la Strige, si ça avait été aussi simple. Vous pensez qu'ils se sont laissés dévorer simplement parce qu'ils avaient peur du roi? D'accord, mon frère. Vélérade branla la tête d'un air mélancolique. Marché conclu. Seulement pas un mot au roi au sujet d'un éventuel accident au cours de l'opération. C'est un conseil d'ami. Foltest était mince.
il avait un trop joli visage. Il ne doit pas avoir encore la quarantaine, estima le sorceleur. Assis sur un nain sculpté dans du bois noir, le roi avait les jambes tendues vers l'âtre auprès duquel se réchauffaient 2 chiens. Sur un coffre à côté de lui était assis un homme barbu d'âge mûr, solidement bâti. Un autre homme se tenait debout derrière le roi, richement vêtu, le visage empreint de fierté. C'était un grand dignitaire. « Ainsi vous êtes un sorceleur de Rivie », dit le roi en rompant le silence qui suivit le préambule de Vélérade. « Oui, seigneur, » dit Gérald en inclinant la tête. « Pourquoi tes cheveux ont-ils blanchi comme ça? Je vois bien que tu n'es pas vieux, c'est dû à des sortilèges? Bon, calme-toi, ne dis rien. C'était juste une plaisanterie. Tu as quelque expérience, comme j'ose le croire. »« Oui, seigneur. »« Je serais heureux que tu m'en parles. » Gérald s'inclina encore davantage. « Pourtant, vous savez, seigneur, que notre code nous interdit de parler de ce que nous faisons. » C'est un code pratique, honoré sorceleur, fort pratique. Enfin, sans entrer dans les détails, ça veut dire que tu as eu affaire à des noctules? Oui. À des vampires, à des ghouls? Aussi. Foltest marqua une hésitation. À des striges? Gérald regarda le roi droit dans les yeux. Aussi. Foltest détourna la tête. Vélérade! J'écoute, votre gracieuse majesté. Tu l'as mis au courant des détails? Oui, votre gracieuse majesté. Il affirme que la princesse peut être désenvoûtée. Je le sais depuis longtemps. De quelle manière, honoré sorceleur? Ah, c'est vrai, j'ai oublié, le code. Bon, juste une petite remarque. Plusieurs sorceleurs sont déjà venus me voir. Vélérade, tu le lui as dit. Bien. C'est ainsi que j'ai appris que votre spécialité, c'est plus tuer que désenvoûter. Tuer n'entre pas en ligne de compte. S'il tombe un seul cheveu de la tête de ma fille, tu poseras la tienne sur le billot. C'est tout. Ostrit et vous, monsieur Séguéline, restez pour lui fournir tous les renseignements qu'il vous demandera. Il pose toujours beaucoup de questions, les sorceleurs. Nourrissez-le bien et qu'on le loge au château, qu'il n'aille pas traîner dans les auberges. Le roi se leva, siffla ses chiens et se dirigea vers la porte en faisant voltiger la paille répandue sur le sol de la salle. Arrivé à la porte, il se retourna. « Si tu réussis, sorceleur, la récompense est à toi. Tu recevras peut-être même une rallonge si tu fais du bon travail. Bien sûr, il n'y a pas une once de vérité dans les balivernes qui circulent parmi le peuple quant à un mariage avec la princesse. Tu ne penses tout de même pas que je donnerai ma fille au premier vagabond venu? » ?»« Non, seigneur, je ne le pense pas. »« C'est bien. Ça prouve que tu es intelligent. » Foltest sortit en refermant la porte derrière lui. Vélérade et le dignitaire, debout jusque-là, s'installèrent aussitôt autour de la table. Le burgraphe but la coupe du roi encore à moitié pleine, jeta un coup d'œil dans la cruche et lâcha un juron. Ostrid, qui occupait le fauteuil de Foltest, regardait le sorceleur du coin de l'œil tout en caressant la boudoir sculptée. Séguéline, le barbu, invita Gérald à s'asseoir. « Asseyez-vous, honoré sorceleur, asseyez-vous, on va nous apporter à souper tout de suite. De quoi souhaiteriez-vous parler? Le burgraphe Vélérade a déjà dû tout vous dire. Je le connais, je sais qu'il parle plutôt trop que pas assez. J'ai juste quelques questions. » »« Nous vous écoutons. » »« Le burgraphe m'a dit qu'après l'apparition de la Strige, le roi a fait venir de nombreux lettrés. »« Oui, surtout ne dites pas la Strige, dites la princesse. Cela vous évitera de commettre cette erreur en présence du roi, et vous échapperez au désagrément que cette erreur entraîne. Est-ce qu'il y avait parmi eux des lettrés connus, des lettrés célèbres? » »« Oui, il y en a eu, à ce moment-là et plus tard. Mais je ne me rappelle pas de leur prénom, et vous, monsieur Ostrid? »« Je ne m'en souviens pas non plus, » fit le dignitaire. « Mais je sais que certains jouissaient de gloire et d'estime. On a beaucoup parlé d'eux. Est-ce qu'ils admettaient l'idée que l'effet d'un sortilège peut être annulé? » »« Ils étaient loin d'être tous d'accord, » fit Séguéline avec un sourire. « Quel que soit le sujet, mais cette affirmation a été lancée. Ce devait être quelque chose de simple qui ne demandait même pas de compétences magiques. D'après ce que j'ai compris, il suffisait que quelqu'un passe une nuit dans la crypte à côté du sarcophage, du coucher du soleil jusqu'au 3e chant du coq. »« C'est simple, en effet, » pouffa Vélérade. « J'aimerais que vous me décriviez la princesse. » Vélérade se leva brusquement. « La princesse à l'allure d'une strige, » hurla-t-il. « De la strige la plus strige dont j'ai jamais entendu parler, sa grandeur, la fille du roi, ce maudit super bâtard à 4 coudées de haut.
Elle fait penser à une barrique de bière, elle a une gueule qui va d'une oreille à l'autre, pleine de dents aiguisées comme des poignards, des yeux rouges et des boucles rousses. De grosses paluches griffues de chats sauvages qui descendent jusqu'à terre. Je m'étonne que nous n'ayons pas encore commencé à dresser son portrait aux courts amis. La princesse que la peste l'étouffe a déjà 14 ans. Il est temps de songer à la marier à quelque prince héritier. Modère tes paroles, Burgrave, dit Ostrit en fronçant les sourcils et en jetant un coup d'œil vers la porte. Ségéline esquissa un sourire. Cette description, quoique très imagée, correspond assez bien à la réalité. Et c'est bien ce que vous vouliez savoir, honoré sorceleur, n'est-ce pas? Vélérade oublie de préciser que la princesse se déplace à une vitesse incroyable et qu'elle est beaucoup plus forte que le laisserait penser sa taille et sa stature. Et elle a bien 14 ans, c'est un fait, dans la mesure où c'est important. Ça l'est, dit le sorceleur. Elle n'attaque les gens qu'à la pleine lune. Oui, quand elle attaque à l'extérieur du château, Répondit Ségéline. à l'intérieur du château, des gens meurent quelle que soit la phase de la lune. Mais elle ne sort qu'à la pleine lune et pas à chaque fois. Est-ce qu'elle a déjà attaqué en plein jour? Non, jamais. Elle dévore toujours ses victimes. Vélérade cracha sur la paille avec vigueur. Que le diable t'emporte, Gérald. On va souper dans un instant, peu. Elle les dévore, elle plante ses dents dedans, elle les abandonne, ça doit dépendre de son humeur. À l'un, elle n'a arraché que la tête. Elle en a éventré 2 ou 3 autres et en a rongé quelques-uns proprement à vif, si l'on peut dire. Putain de sa mère. Attention, Vélérade, Siffla Ostrit. raconte ce que tu veux sur la strige, mais n'insulte pas Ada en ma présence, parce qu'en présence du roi, tu ne t'y risques pas. Est-ce qu'il y a des gens qui ont survécu à ces attaques? Demanda le sorceleur, faisant mine de ne pas avoir remarqué l'explosion de colère du dignitaire. Ségéline et Ostrit échangèrent un regard. Oui, Dit le barbu. tout au début, il y a 6 ans, elle a agressé 2 soldats qui montaient la garde à l'entrée de la crypte. Il y en a un qui a réussi à s'enfuir. Et après, Glissa Vélérade. il y eut un meunier qu'elle a attaqué aux environs de la ville. Vous vous rappelez? On amena le meunier tard dans la soirée du lendemain, dans la petite pièce au-dessus du corps de garde où avait été logé le sorceleur. Il fut amené par un soldat portant un manteau à capuchon. La conversation ne donna pas de grands résultats. Le meunier, terrorisé, bredouillait, bégayait. Ses cicatrices en dirent davantage au sorceleur. La strige avait un écartement des mâchoires impressionnant et des dents effectivement acérées, dont 4 très longs crocs sur la mâchoire supérieure, 2 de chaque côté. Ses griffes étaient assurément plus acérées que celles des chats sauvages, mais moins recourbées. C'était d'ailleurs ce qui avait permis au meunier de s'arracher à leur étau. Son examen terminé, Gérald congédia le meunier et le soldat d'un signe de tête. Le soldat poussa le paysan derrière la porte et ôta son capuchon. C'était Foltest en personne. « Tu peux t'asseoir, » dit le roi. « Je ne suis pas en visite officielle. J'ai appris que tu étais allé au manoir dans la matinée. Tu es satisfait de ta reconnaissance du terrain? » Oui, Seigneur. Quand passes-tu à l'action? Après la pleine lune. Elle est dans 4 jours. Tu préfères d'abord l'observer? Ce n'est pas utile. Mais rassasiée, la princesse sera moins agile. La strige, maître, la strige. Ne prends pas de gants avec moi. Elle ne sera une princesse qu'après. C'est d'ailleurs de ça que je suis venu te parler. Réponds-moi franchement en oubliant qui je suis. Sois bref et clair. Elle sera une princesse, oui ou non? Et ne te retranche pas derrière ton code, s'il te plaît. Gérald s'essuya le front. Je vous confirme, roi, qu'il est possible de faire disparaître le charme. Et si je ne me trompe, c'est effectivement en passant une nuit au manoir. Le 3e chant du coq, dans la mesure où il surprendra la strige en dehors de son sarcophage, fera disparaître le charme. C'est généralement ainsi qu'on procède avec les striges. C'est si simple? Ce n'est pas simple. D'abord, il faut survivre à cette nuit. Ensuite, les événements peuvent ne pas suivre la norme. Par exemple, il peut falloir non pas une nuit, mais 3. 3 nuits de suite. Et puis il y a aussi des cas, disons, désespérés. Oui, vitupéra Foltest. C'est ce que certains n'arrêtent pas de me dire. Il faut tuer le monstre parce que son cas est incurable. Maître, je suis sûr qu'on s'est déjà entretenu avec toi, hein? On t'a demandé de tuer cette cannibale sans cérémonie, d'entrer et de dire au roi qu'il n'y avait pas moyen de faire autrement. Si le roi ne te paie pas, nous le ferons.
C'est un moyen très pratique et peu onéreux. Car le roi fera décapiter ou pendre le sorceleur et l'or restera dans leur poche. Vous ferez absolument décapiter le sorceleur, roi? Demanda Gérald en se renfrognant. Foltest regarda longuement le rive dans les yeux. Le roi n'en sait rien, finit-il par dire. Mais un sorceleur doit prendre cette éventualité en compte. Gérald à son tour resta un moment sans rien dire. J'ai l'intention de faire tout ce qui est en mon pouvoir, Fit-il enfin. mais si les choses tournent mal, je défendrai ma vie. Vous aussi, Seigneur, vous devez prendre cette éventualité en compte. Foltest se leva. Tu ne me comprends pas, il ne s'agit pas de ça. Il est clair que tu la tueras si tu te sens en danger, que ça me plaise ou non. Sinon, c'est elle qui te tuera à coup sûr, irrévocablement. C'est une affaire que je n'ébruite pas, mais je ne punirai personne qui la tuerait pour se défendre. Cependant, je ne permettrai pas qu'on la tue sans essayer de la sauver. Il y a déjà eu différentes tentatives. On a incendié le vieux château, on lui a tiré dessus à l'arc. On a creusé des trous, tendu des pièges et des choses trappes, tant que je n'en ai pas eu fait pendre quelques-uns. Mais il ne s'agit pas de ça. Maître, écoute-moi. Je vous écoute, roi. Après les 3 chants du coq, l'Astrige aura disparu, si j'ai bien compris. Et qui aura-t-il à sa place? Si tout marche bien, une jeune fille de 14 ans. Avec des yeux rouges et des dents de crocodile? Ce sera une adolescente normale, sauf que... Eh bien, continue. normale physiquement. Me voilà servi. Et psychiquement, il lui faudra chaque matin un seau de sang pour son petit déjeuner? Une cuisse de jeune fille? Non, psychiquement, il n'est pas possible de le dire. Je pense qu'il aura l'âge mental, et ce que je sais, d'un enfant de 3 ou 4 ans. Il lui faudra des soins attentifs pendant longtemps. C'est certain. Maître, Je vous écoute, roi. est-ce que ça peut revenir plus tard? Le sorceleur ne répondit pas. Ah, fit le roi. C'est possible. Et que se passerait-il alors? Si jamais elle mourrait après être restée sans connaissance pendant plusieurs jours, il faudrait brûler son corps, sans tarder. Foltest se rembrunit, Mais je ne pense pas que les choses en arriveront là. ajouta Gérald. Pour plus de sécurité, Seigneur, je vais vous donner quelques indications pour réduire le danger. Tout de suite? Ce n'est pas trop tôt, maître, et si... Tout de suite, Le coupa le rive. tout peut arriver, roi. Il n'est pas exclu que le matin, vous trouviez dans la crypte la princesse des envoûtés, à côté de mon cadavre. Vraiment? Même si je t'ai donné l'autorisation de la tuer pour te défendre? Une autorisation d'ailleurs à laquelle tu ne semblais pas attacher tellement d'importance. L'affaire est grave, roi. Il y a un grand risque. Aussi, écoutez-moi. La princesse devra toujours porter un saphir, de préférence avec une inclusion, qui sera suspendue à son cou par une chaînette en argent. Elle devra le porter tout le temps, jour et nuit. Qu'est-ce que c'est qu'un saphir avec une inclusion? C'est un saphir avec une petite bulle d'air à l'intérieur de la pierre. En outre, il faudra de temps en temps faire brûler dans la cheminée de la chambre où elle dormira des branches de genévrier, de genêt et de coudrier. Foltest resta songeur. Je te remercie pour tes conseils, maître. Je m'y conformerai si... Maintenant, à ton tour de m'écouter. Si tu constates que son cas est désespéré, tue-la. Si tu la désenvoûtes et que la fille n'est pas... normale, si tu as l'ombre d'un doute et si tu crains de ne pas avoir pleinement réussi, tue-la aussi, n'aie pas peur. Tu n'as rien à craindre de ma part. Je crierai sur toi devant les gens, je te chasserai du château et de la ville pour la forme. Bien entendu, tu ne recevras pas la récompense. Mais peut-être que tu réussiras à obtenir quelque chose de qui tu sais. Ils restèrent un moment silencieux. Gérald. Foltest appelait le sorceleur par son prénom pour la première fois. Oui, roi. Qu'y a-t-il de vrai dans ce qu'on raconte, à savoir que si l'enfant est né comme ça, c'est parce qu'Ada était ma sœur? Il n'y a pas grand-chose de vrai. Il faut rompre le charme. Les effets d'une malédiction ne disparaissent pas d'eux-mêmes. Mais je pense que c'est à cause de votre liaison avec votre sœur qu'un charme a été jeté sur l'enfant. C'est ce que je pensais. C'est aussi ce que disaient certains lettrés.
Gérald, qu'est-ce qui provoque ce genre d'affaires? Des charmes? De la magie? Je ne sais pas, roi. C'est aux lettrés d'étudier les causes de ces phénomènes. À nous, les sorceleurs, il nous suffit de savoir qu'ils peuvent être provoqués par une volonté concentrée, et de savoir comment en venir à bout. En tuant? Le plus souvent, c'est en général pour ça qu'on nous paie. Il est rare qu'on nous demande des désenvoûtements, roi. Le plus souvent, les gens veulent simplement se préserver d'un danger. Et quand un monstre a des êtres humains sur la conscience, il s'y ajoute le mobile de la vengeance. Le roi se leva, fit quelques pas dans la pièce et s'arrêta devant le glaive du sorceleur accroché au mur. « Avec ça ?» demanda-t-il sans regarder Gérald. « Non, celui-là est destiné aux humains. » C'est ce que j'ai entendu dire. Tu sais quoi, Gérald? J'irai avec toi dans la crypte. C'est exclu. Foltest se retourna, les yeux brillants. Mais est-ce que tu sais, sorcier, que je ne l'ai jamais vu? Ni après sa naissance, ni depuis. J'avais peur. Je risque de ne plus jamais avoir l'occasion de la voir, n'est-ce pas? J'ai au moins le droit de voir comment tu t'y prendras pour l'assassiner. C'est exclu, je le répète. Ce serait courir à une mort certaine, pour moi également. Si jamais mon attention, ma volonté faiblissent. Non, roi. Foltest fit demi-tour, se dirigea vers la porte. Gérald eut un moment l'impression qu'il allait sortir sans dire un mot, sans un geste d'adieu. Mais le roi s'arrêta et le regarda. « Tu inspires confiance, dit-il. Mais je sais que tu es un drôle de lascar. On m'a raconté ce qui s'est passé à l'auberge. Je suis sûr que tu as tué ces brigands avec la seule intention de faire parler de toi, de secouer les gens, de me secouer. Il est évident pour moi que tu aurais pu les battre sans les tuer. Je crains de ne jamais savoir si ton intention est de sauver ma fille ou de la tuer. Mais j'accepte. Je ne peux pas faire autrement, tu sais pourquoi? » Gérald ne répondit pas. « Parce que je pense, dit le roi, je pense qu'elle souffre, n'est-ce pas ?» Le sorceleur posa sur le roi un regard pénétrant. Il n'acquiesça pas, ne hocha pas la tête. Il ne fit pas le moindre geste, mais Foltest comprit. Il connaissait la réponse. Gérald jeta un dernier coup d'œil par une fenêtre du manoir. La nuit tombait vite. De l'autre côté du lac, on voyait scintiller les petites lumières de Vizima. Les alentours du manoir étaient déserts. Depuis 6 ans, une bande de terre en friche séparait la ville de cet endroit dangereux où il ne restait que quelques ruines, des solives vermoulues et les restes d'une palissade pleine de brèches, qu'on avait de toute évidence jugé peu rentable de démonter pour la remonter ailleurs. Le roi lui-même avait transféré sa résidence très loin de là, presque à l'autre bout de la cité. Son nouveau château formait une masse sombre qui se découpait au loin sur le ciel en train de prendre sa couleur bleu nuit. Le sorceleur, qui se trouvait dans l'une des salles vides, pillé, retourna à la table poussiéreuse sur laquelle il faisait ses préparatifs sans se presser, calmement et avec grand soin. Du temps, comme il le savait, il en avait à revendre. La strige ne quitterait pas la crypte avant minuit. Devant lui, sur la table, était posé un petit coffret garni de ferrures. Il l'ouvrit. On pouvait voir à l'intérieur, serrés dans des compartiments tapissés d'herbes sèches, de petits flacons de verre sombre. Le sorceleur en sortit 3. Il ramassa par terre un paquet allongé enveloppé de peaux de brebis maintenues par une courroie. Il les déroula, en sortit un fourreau noir et brillant, couvert de rangées de symboles et de signes runiques, d'où dépassait la poignée décorative d'un glaive. Il dénuda la lame qui chatoya d'un éclat pur. Elle était d'argent massif. Gérald murmura une formule, but successivement le contenu de 2 des flacons, posant la main gauche sur le pommeau de son glaive après chaque gorgée. Et puis il s'enveloppa soigneusement dans son manteau noir et s'assit par terre. Il n'y avait aucun siège, ni là ni ailleurs dans tout le manoir. Il resta assis sans bouger, les yeux fermés. Son souffle d'abord égal s'accéléra soudainement. Il devint rauque, saccadé, avant de s'arrêter complètement. La mixture que le sorceleur avait avalée lui permit de contrôler totalement le travail de tous les organes de son corps. Elle était essentiellement composée d'élébores, de stramoine, d'aubépine et d'euphorbes. Les autres ingrédients ne possédaient de nom dans aucune langue humaine. Pour quelqu'un qui n'y était pas habitué comme l'était Gérald depuis son enfance, cet élixir aurait été un poison mortel. Le sorceleur tourna brusquement la tête. Son ouïe, d'une acuité à présent supérieure à la normale, n'eut pas de mal à saisir dans le silence un léger bruit de pas dans la cour d'honneur, en veille d'ortie.
Ce ne pouvait pas être la Strige. Il faisait encore trop jour. Gérald jeta son glaive sur son dos, cacha son baluchon dans l'âtre de la cheminée en ruine et, aussi silencieux qu'une chauve-souris, monta l'escalier en courant. Dans la cour, il faisait encore suffisamment jour pour que l'homme qui arrivait pût distinguer le visage du sorceleur. L'homme, c'était Ostrith, recula brusquement. Une grimace spontanée de terreur et de dégoût lui tordit la bouche. Le sorceleur eut un rictus. Il savait quel air il avait. Le mélange de mandragore, d'aconite et de fraise donne au visage la couleur de la craie, et les pupilles occupent tout l'iris. Cependant, il permet de voir dans les ténèbres les plus épaisses, et c'était le but poursuivi par Gérald. Ostrith se ressaisit vite. « Tu as déjà l'air d'un cadavre, sorcier !» lui dit-il. « Sans doute à cause de la peur. Ne crains rien, je t'apporte ta grâce. » Le sorceleur ne répondit pas. « Tu n'entends pas ce que je te dis, espèce de guérisseur de Rivie ? Tu es sauvé et riche. » Ostrith soupesa dans sa main une assez grosse bourse qu'il jeta aux pieds de Gérald. « 1000 orins. Prends-les, enfourche ton cheval et fiche le camp d'ici. » Le rive ne disait toujours rien. « Ne me regarde pas en écarquillant les yeux comme ça, » s'écria Ostrith en haussant la voix. « Et ne me fais pas perdre mon temps. Je n'ai pas l'intention de moisir ici jusqu'à minuit. Tu ne me comprends pas? Je ne désire pas que tu désenvoûtes la princesse. Non, ne dis pas que tu as deviné. Je ne suis pas du côté de Vélérad et de Ségéline. Je ne veux pas que tu la tues. Tu dois simplement ficher le camp. Les choses doivent demeurer telles qu'elles sont. » Le sorceleur ne bougea pas. Il ne voulait pas que le dignitaire se rendît compte à quel point ses gestes et ses réactions étaient maintenant accélérés. La nuit tombait vite. La situation était favorable dans la mesure où la pénombre du crépuscule était encore trop vive pour ses pupilles dilatées. « Et pourquoi, Seigneur, les choses doivent-elles demeurer telles qu'elles sont ?» demanda-t-il en tâchant de prononcer chaque mot lentement. « Ça, dit Ostrith en releva fièrement la tête, c'est une chose diablement personnelle qui ne te regarde pas. Et si jamais je le savais. Tiens, il sera plus facile d'écarter Foltest du trône si la Strige tourmente les gens encore plus, si les dignitaires et le peuple n'en peuvent plus du tout de la folie du roi, n'est-ce pas? Je suis venu chez vous en passant par la Redanie, par Novigrad. On y raconte beaucoup de choses sur le fait que certains, à Vizima, voient le roi Vizimir comme un sauveur et un véritable monarque. Mais moi, Seigneur Ostrith, je ne m'intéresse ni à la politique, ni à la succession au trône, ni aux révolutions de palais. Je suis ici pour accomplir mon travail. Vous n'avez jamais entendu parler du sens du devoir et de la simple honnêteté? De l'honnêteté professionnelle? Prends garde! N'oublie pas à qui tu parles, vagabond! S'écria Ostrith, furieux, en posant la main sur la poignée de son glaive. J'en ai assez! Je n'ai pas l'habitude de discuter avec le premier venu. Regardez-moi ça, tout de suite l'honnêteté, les codes, la morale. Et qui est-ce qui dit ça? Un brigand qui, à peine arrivé, assassine des hommes, qui se prosterne devant Foltest et derrière son dos marchande avec Vélérad comme un tueur à gages. Et tu oses me prendre de haut, valet? Tu oses feindre d'être un lettré, un mage, un sorcier? Espèce de sorceleur galeux. Fous le camp avant que je te transperce la gueule du plat de mon épée. Le sorceleur n'eut même pas un frémissement. C'est vous qui allez partir d'ici, Seigneur Ostrith, dit-il. La nuit s'épaissit. Ostrith recula d'un pas et dégaina comme l'éclair. C'est toi qui l'auras voulu, sorcier. Je vais te tuer. Tes machinations ne te serviront plus à rien. J'ai une pierre de tortue. Gérald sourit. La réputation du pouvoir de la pierre de tortue était aussi répandue qu'usurpée. Mais le sorceleur ne songeait pas à perdre ses forces en formules magiques, et encore moins à croiser son fer en argent avec celui d'Ostrith. Il esquiva les moulinets de l'épée du dignitaire et d'un coup de poignet, de sa manchette ornée de clous d'argent, frappa celui-ci à la tempe. Ostrith reprit rapidement connaissance. Il promena son regard dans l'obscurité épaisse. Il s'aperçut qu'il était attaché. Il ne voyait pas Gérald debout à côté de lui. Mais il comprit où il était et poussa des hurlements prolongés, terrifiants. « Tais-toi » lui dit le sorceleur. « Sinon tu vas la tirer avant l'heure. »« Maudit meurtrier, où es-tu? Détache-moi immédiatement, bandit. Pour ce forfait, tu seras pendu, fils de chienne. Tais-toi. » Ostrith haletait. « Tu vas la laisser me dévorer alors que je suis attaché ?» demanda-t-il d'une voix plus calme avant de prononcer une injure grossière, presque dans un murmure.
Non, dit le sorceleur. Je vais te libérer. Mais pas maintenant. Canaille, siffla Ostrith. pour détourner la strige? Oui. Ostrith se tut, il cessa de se débattre. Sorceleur? Oui. C'est vrai que je voulais renverser Foltest. Je ne suis pas le seul, mais je suis le seul à avoir souhaité sa mort. Je voulais qu'il meure en souffrant d'atroces tortures, qu'il devienne fou, qu'il pourrisse vif. Tu sais pourquoi? Gérald ne répondait pas. J'aimais Ada, la sœur du roi, la maîtresse du roi, la putain du roi. Je l'aimais. Sorceleur, tu es là? Oui. Je sais ce que tu penses, mais ce n'est pas ça. Crois-moi, je n'ai jeté aucun sort. Je ne m'y connais pas en sortilège. Juste une fois en colère, j'ai dit... Juste une fois. Sorceleur, tu m'écoutes? Oui. C'est sa mère, la reine. Ça ne peut être qu'elle. Elle ne supportait pas de les voir, Ada et lui. Ce n'est pas moi. Moi, j'ai essayé juste une fois de persuader Ada, tu sais. Mais Ada, sorceleur. J'ai perdu la tête et je lui ai dit... Sorceleur, ce serait moi, c'est moi. Ça n'a plus d'importance. Sorceleur, minuit approche. Oui. Laisse-moi partir plus tôt. Donne-moi plus de temps. Non. Ostrith n'entendit pas le grincement du couvercle du sarcophage, mais le sorceleur l'entendit, lui. Il se pencha et trancha de son poignard les liens du dignitaire. Ostrith ne demanda pas son reste. Il se leva d'un bond, boitilla d'une façon disgracieuse, les jambes engourdies, puis se mit à courir. Son regard s'était suffisamment accoutumé à l'obscurité pour voir le chemin qui menait de la salle principale vers la sortie. La dalle qui bloquait l'entrée de la crypte se souleva et retomba avec un grand fracas. Gérald, qui s'était caché par mesure de précaution derrière la balustrade de l'escalier, aperçut la silhouette difforme de la strige, qui fila en souplesse, avec rapidité et assurance, dans le sillage du bruit des pas d'Ostrith. La strige n'avait émis aucun son. Un cri tremblant, monstrueux, infernal, déchira la nuit, secoua les vieux remparts et dura, crescendo et décrescendo, vibrant. Le sorceleur était incapable d'évaluer exactement la distance. Son ouïe exacerbée le trompait. Mais il savait que la strige avait eu tôt fait d'attaquer Ostrith. Trop tôt. Il sortit de son abri pour aller se poster tout près de l'entrée de la crypte. Il se débarrassa de son manteau, fit un mouvement des épaules pour rectifier la position de son glaive, enfila ses gants. Il disposait encore d'un petit moment. Il savait que même repu depuis la dernière pleine lune, la strige n'abandonnerait pas si vite le cadavre d'Ostrith. Le cœur et le foie constituaient de précieuses provisions pour sa longue léthargie. Le sorceleur attendait. Selon ses calculs, 3 heures environ le séparaient des premières lueurs de l'aube. Seul le chant du coq pourrait l'induire en erreur. D'ailleurs, il n'y avait probablement plus de coq dans les environs. D'abord, il l'entendit. Elle avançait lentement en traînant les pieds par terre. Et puis il la vit. La description qu'on lui en avait faite était exacte. Sa grosse tête disproportionnée et plantée sur un cou très court était entourée d'une auréole de cheveux rougeâtres, crépus et emmêlés. Ses yeux brillaient dans le noir comme 2 braises. La strige se tenait immobile, les yeux fixés sur Gérald. Soudain, elle ouvrit la gueule, comme pour faire étalage de ses énormes dents blanches et pointues, à la suite de quoi elle claqua la mâchoire d'un coup sec, évoquant la fermeture d'un coffre. Elle bondit aussitôt, sur place, sans élan, ses griffes ensanglantées tendues vers le sorceleur. Gérald fit un bond en arrière et un brusque volte-face. La strige le frôla, fit elle aussi volte-face en la serrant l'air de ses griffes. Elle ne perdit pas l'équilibre et repartit immédiatement à l'attaque en faisant demi-tour. Ses dents claquèrent juste devant la poitrine de Gérald. Le rif fit un bond dans l'autre sens, opéra 3 tours sur lui-même en vrombissant pour désorienter la strige. En faisant un bond en arrière, il lui asséna sur le côté de la tête un coup sans élan mais puissant, avec les pointes en argent fichées dans son gant au niveau des jointures. La strige poussa un rugissement de rage qui remplit le manoir d'un écho retentissant, tomba sur le sol, s'immobilisa et se mit à hurler, des hurlements sourds, inquiétants, furieux. Le sorceleur eut un sourire mauvais. Comme il l'escomptait, sa première tentative se voyait couronnée de succès. L'argent était mortel pour la strige, comme pour la plupart des monstres engendrés par des charmes. Il y avait donc une chance pour que cette bête hideuse fût comme les autres, ce qui pouvait garantir la réussite du désenvoûtement. Quant à son glaive en argent, son ultime recours, il pourrait garantir sa survie à lui. La strige n'était pas pressée de repartir à l'attaque.
Cette fois, elle s'approchait lentement en montrant les crocs, bavant d'une façon répugnante. Gérald recula, décrivit un demi-cercle en avançant prudemment les pieds. Tantôt ralentissant, tantôt accélérant ses mouvements, il déconcentrait la strige, l'empêchait de se mobiliser pour sauter. Tout en marchant, le sorceleur déroulait une longue chaîne fine et solide, alourdie au bout. La chaîne était en argent. Au moment où la strige s'élança pour sauter, la chaîne siffla dans l'air et s'enroula en un clin d'œil autour des épaules, du cou et de la tête du monstre, comme un serpent. La strige s'effondra en plein saut en émettant un cri aigu qui déchirait les tympans. Elle se débattait sur le sol en poussant d'horribles rugissements, sans qu'on sût si c'était de colère ou à cause de la douleur cuisante que lui infligeait le métal haïssable. Gérald était content. S'il l'avait voulu, tuer la strige ne lui aurait alors posé aucun problème insurmontable. Mais le sorceleur ne dégainait pas son glaive. Jusqu'à présent, le comportement de la strige ne lui donnait aucune raison de croire que son cas pouvait être incurable. Il recula à distance respectueuse et sans quitter des yeux la forme qui se tortillait sur le sol, prenait de profondes inspirations. Il se concentrait. La chaîne lâcha. Les maillons en argent se répandirent en pluie de tous les côtés en tintant sur la pierre. Aveuglé par la rage, la strige se rua à l'attaque en hurlant. Gérald attendait calmement. Il leva la main droite et dessina devant lui le signe d'Arde. La strige fut projetée à plusieurs pas en arrière, comme frappée par un marteau, mais elle se maintint sur ses jambes, sortit ses griffes, dénuda ses crocs. Ses cheveux se dressèrent sur sa tête et se mirent à flotter comme si elle était prise dans une bourrasque. Avec difficulté, en râlant, elle avançait. Pas à pas, lentement, mais elle avançait. Gérald s'inquiéta. Il ne s'attendait pas à ce que le signe si simple paralysât complètement la strige, mais il ne s'attendait pas non plus à ce que la bête vainquît si facilement la résistance. Il ne pouvait tenir le signe trop longtemps, c'était trop épuisant, et la strige n'avait plus qu'à peine une dizaine de pas à parcourir. Il ôta subitement le signe et fit un bond de côté. Comme il s'y attendait, la strige, surprise, vola en avant, perdit l'équilibre, bascula, glissa sur le sol et roula dans l'escalier, dans l'ouverture béante de l'entrée de la crypte. En bas retentirent ses hurlements barbares. Pour gagner du temps, Gérald sauta dans l'escalier qui menait à une petite galerie. Il n'avait pas monté une demi-marche que la strige surgissait de la crypte en se déplaçant à toute allure comme une énorme araignée noire. Le sorceleur attendit de la voir se lancer à sa poursuite dans l'escalier pour franchir la balustrade et sauter en bas. La strige tournoya dans l'escalier, rebondit et fonça sur lui dans un incroyable bond de plus de 10 mètres. Elle ne se laissait plus si facilement piéger par ses pirouettes. À 2 reprises, ses griffes égratignèrent le pourpoint en cuir du rive. Mais un nouveau coup des pointes d'argent de son gant repoussa la strige avec la violence du désespoir et la fit vaciller. Gérald, sentant la fureur monter en lui, balança d'avant en arrière, s'arc-bouta et d'un énergique coup de pied dans le flanc, terrassa la strige. Le rugissement qu'elle émit surpassa en puissance tous ses cris précédents. Le crépi du plafond en tomba. La strige se releva, tremblante d'une colère incontrôlée et d'une pulsion meurtrière. Gérald attendait. Il avait dégainé son glaive et de la pointe décrivait des cercles dans l'air. Il avançait, contournait la strige en veillant à ce que les mouvements de son épée fussent décalés par rapport au rythme de ses pas. La strige ne sautait pas. Elle se rapprochait lentement, suivant des yeux l'arrêt clair de la lame. Gérald s'arrêta brusquement et se figea, le glaive en l'air. La strige déconcertée s'immobilisa également. Le sorceleur décrivit de la pointe un lent arc de cercle, fit un pas du côté de la strige, puis un autre. Puis il sauta en faisant tournoyer son glaive au-dessus de sa tête. La strige se recroquevilla, battit en retraite en zigzagant. Gérald était de nouveau tout proche, son fer miroitait dans sa main. Les yeux du sorceleur s'illuminèrent d'un éclat inquiétant. Derrière ses dents serrées se précipitaient des rugissements rauques. La strige recula de nouveau, poussée en arrière par la force de la haine, de la colère et de la violence concentrée qui émanait de l'homme en train de l'attaquer, et qui l'assaillait par vagues en s'infiltrant dans son cerveau et ses entrailles. Effrayée au point d'en avoir mal par un sentiment encore inconnu d'elle, elle laissa échapper un piaulement de contrariété, fit un tour sur elle-même et s'élança dans une fuite folle dans l'obscur labyrinthe des couloirs du manoir. Gérald, frissonnant, se tenait au milieu de la salle, seul. Il fallait du temps, pensa-t-il, avant que cette danse au bord du gouffre, ce balai endiablé et macabre du combat aboutît au résultat espéré, lui permit de fusionner psychiquement avec son adversaire, d'être en harmonie avec les couches de volonté concentrée qui débordaient de la strige, de la volonté mauvaise, maladive, qui était à l'origine de la strige.
Le sorceleur trembla au souvenir du moment où il avait absorbé cette charge de mal pour la diriger sur le monstre, comme un miroir. Il n'avait encore jamais rencontré une telle concentration de haine et de folie meurtrière, même pas chez les basiliques qui jouissaient pourtant dans ce domaine d'une sacrée réputation. Tant mieux, se disait-il en se dirigeant vers l'entrée de la crypte, qui faisait comme une énorme flaque noire sur le sol. Tant mieux. Le choc que la Strige elle-même a subi en était d'autant plus fort. Ainsi, il aurait un peu plus de temps pour agir avant que la bête hideuse se remît du choc. Le sorceleur se demandait s'il aurait encore la force de fournir le même effort. L'action des élixirs diminuait et l'aube était encore loin. Il était hors de question que la Strige retournât dans la crypte avant les premières lueurs de l'aurore, sinon tout le mal qu'il s'était donné n'aurait servi à rien. Il descendit l'escalier. La crypte n'était pas grande, elle contenait 3 sarcophages de pierre. Le couvercle du premier à partir de l'entrée était à moitié écarté. Gérald sortit de son sein le 3e flacon. Il en but rapidement le contenu et pénétra dans le tombeau où il disparut. Comme il s'y attendait, c'était un double tombeau pour la mère et pour la fille. Il tira le couvercle sur lui seulement quand on lui parvint d'en haut un nouveau rugissement de la Strige. Il s'allongea sur le dos à côté de la dépouille momifiée d'Ada et traça sur l'intérieur du couvercle le signe d'Irden. Il posa sur sa poitrine son glaive et un minuscule sablier phosphorescent. Il croisa les mains. Il n'entendait plus les hurlements de la Strige qui fouillait le manoir. D'une façon générale, il cessait petit à petit d'entendre parce que le colchique et la chélidoine commençaient à agir. Quand Gérald ouvrit les yeux, le sable avait déjà coulé dans le vase inférieur du sablier, ce qui voulait dire que sa léthargie avait même été plus longue qu'elle aurait dû. Il tendit l'oreille mais n'entendit rien, ses sens fonctionnaient à nouveau normalement. Il empoigna son glaive, glissa la main sur le couvercle du sarcophage en murmurant une formule, à la suite de quoi il déplaça légèrement la dalle de quelques pouces. Aucun bruit. Il écarta davantage le couvercle, s'assit et aventura la tête à l'extérieur du tombeau, son âme prête à entrer en action. L'intérieur de la crypte était plongé dans l'obscurité, mais le sorceleur savait que dehors, le jour commençait à poindre. Il battit le briquet, alluma une petite lanterne miniature, la souleva en projetant des ombres fantastiques sur les murs de la crypte. Elle était déserte. Il s'extirpa non sans mal du sarcophage, meurtri, engourdi, transi de froid. C'est alors qu'il l'aperçut. Elle gisait sur le dos près du tombeau, nue, inconsciente. Elle était plutôt laide, toute menue avec des petits seins pointus, sales. Ses cheveux d'un roux fauve lui descendaient presque jusqu'à la taille. Posant la lanterne sur la dalle, il s'agenouilla près de la fille et se pencha sur elle. Elle avait les lèvres pâles. Le coup qu'il lui avait asséné avait laissé un gros hématome sur ses pommettes. Gérald posa son glaive et retira son gant pour lui retrousser la lèvre supérieure sans plus de cérémonie. Elle avait des dents normales. Il chercha sa main plongée dans ses cheveux emmêlés. Il allait palper cette main quand il aperçut ses yeux ouverts. Trop tard. Elle lui agrippa le cou de ses griffes en le lacérant en profondeur. Le sang de Gérald lui éclaboussa la figure. Elle poussa un hurlement, cherchant de son autre main à atteindre ses yeux. Il s'abattit sur elle, bloquant ses poignets des 2 mains, la clouant au sol. Elle claquait les dents, à présent trop courtes, devant le visage de Gérald. Il lui donna un coup de tête dans la figure, augmenta sa pression en l'étouffant. Elle n'avait plus la force qu'elle avait auparavant, elle se démenait juste sous lui, hurlait en crachant du sang, son sang à lui, qui lui inondait la bouche. Le sang coulait à flot, le temps manquait. Le sorceleur poussa un juron et lui planta les dents dans le cou, juste sous l'oreille. Il serra les dents du plus fort qu'il put jusqu'à ce que les hurlements inhumains se transformèrent d'abord en cris aigus, désespérés, puis en gros sanglots. C'étaient les pleurs d'une jeune fille de 14 ans à qui on fait du mal. Dès qu'elle eut cessé de s'agiter, il la lâcha, se dressa sur les genoux, prit un morceau de toile dans une poche qui se trouvait sur sa manche et le pressa sur son cou. Il trouva son glaive à tâtons, appliqua la lame sur la gorge de la jeune fille inconsciente, se pencha sur sa main. La fille avait des ongles sales, cassés, ensanglantés, mais normaux, tout à fait normaux. Le sorceleur se releva péniblement. Par l'entrée de la crypte se déversait déjà la grisaille moite du petit jour. Il se dirigea vers l'escalier, mais il vacilla et s'assit lourdement sur le sol. À travers la toile imprégnée, son sang coulait sur ses bras, dégoulinait dans une manche. Il défit son pourpoint, arracha sa chemise, la décousit. Il tailla des chiffons qu'il noua autour de son cou en sachant qu'il devait faire vite, parce qu'il n'allait pas tarder à s'évanouir. Il y parvint, puis il s'évanouit. À Vizima, de l'autre côté du lac,
un coq, hérissant ses plumes dans la fraîcheur de l'humidité, chanta pour la 3e fois, d'une voix rauque. Il découvrit les murs blanchis à la chaux et les poutres du plafond de la petite pièce située au-dessus du corps de garde. Il remua la tête et se tordit de douleur. Il gémit. Son cou était couvert d'un épais bandage, solide, fait d'une main experte. « Ne bouge pas, sorcier, lui dit Vélérade. Ne bouge pas, reste couché. »« Mon glaive. » Oui, oui, la seule chose qui compte pour toi, c'est ton glaive en argent de sorceleur. Il est là, ne t'inquiète pas. Il y a ton glaive et ton coffret, et les 3000 orins. Oui, oui, ne dis rien. Je suis un vieil imbécile, et toi, tu es un sorceleur intelligent. Foltest n'arrête pas de répéter ça depuis 2 jours. 2 ? Eh oui, depuis 2 jours. Elle t'a bien tranché le cou, on voyait tout ce que tu as à l'intérieur. Tu as perdu beaucoup de sang. C'est une chance que nous ayons foncé jusqu'au manoir après le 3e chant du coq. À Vizima, cette nuit-là, personne n'a dormi. C'était impossible. Vous faisiez un vacarme invraisemblable. Je ne te fatigue pas avec mon bavardage ? La princesse. La princesse est comme toutes les princesses. Elle est maigre et un peu bébête. Elle pleure tout le temps et pisse au lit. Mais Foltest dit qu'elle va changer. Je ne pense pas qu'elle change en pire, hein, Gérald ? Le sorceleur avait les yeux fermés. Bon, j'y vais. Vélérade se leva. Repose-toi. Gérald, avant que je m'en aille, dis-moi pourquoi tu voulais la mordre. Hein ? Gérald ? Le sorceleur dormait.